S'il y a bien un truc que j'adore regarder chaque année lorsque l'hiver arrive, c'est un bon film de Noël. Véritable Madeleine de Proust pour la plupart des gens, les films de Noël polluent l'espace de diffusion à partir d'à peu près mi-novembre, et pourtant c'est impossible de croiser quelqu'un qui va te dire de manière très sérieuse « Ouais, si tu veux, moi mon film préféré c'est Love Actually en fait. Il y a du bon acting, un bon scénario, des décors de fou. Le film est exceptionnel, rien à redire. » Elle est forte aussi. Par contre, c'est beaucoup plus probable de trouver des gens qui, sans pour autant être contre les films de Noël, n'y trouvent pas d'intérêt ni de sens particulier. Mais alors assez naturellement, des questions se posent. Pourquoi est-ce que ces films existent encore? Qui paye pour produire ces centaines de clones de Noël chaque année? Aujourd'hui, on va explorer ces questions en se penchant un petit peu sur l'histoire des films de Noël, pour comprendre comment ils sont faits et qui regarde encore ces trucs. Si on remonte un petit peu dans le temps, on peut attribuer le tout premier film de Noël à un réalisateur britannique qui s'appelle George Albert Smith. C'est en 1898 qu'il réalise le premier film de Noël jamais créé qui s'appelle très sobrement Père Noël et qui dure 1 minute 20. Et comme il dure 1 minute 20, et ben y a pas grand chose à dire dessus si ce n'est que dans ce film le Père Noël rentre avec un sapin entier dans la cheminée et qu'au-delà de ça il fait quand même du très très mauvais travail. En v'là un pour toi! En v'là un pour toi! Oh et puis merde, il ramassera ce petit con, il avait qu'à être plus sage. Allez hop, on se casse avant que les condés débarquent. Téléportation magique! Le capitalisme exacerbé n'existant pas encore à la fin du 19e siècle, il y avait pas encore des lutins en intérim pour faire les cadeaux, donc c'était un petit peu plus difficile à gérer. On se doute bien. Finalement, le vrai premier gros hit de Noël qui instaurera les codes de ce qu'on connaît aujourd'hui sortira beaucoup plus tard, en 1947, et s'appellera Miracle sur la 34e rue de George Seaton. Une œuvre colossale qui chopera 3 Oscars l'année de sa sortie, ce qui est quand même vraiment pas mal, et qui perdurera durant toute la deuxième moitié du 20e siècle, puisqu'on comptera quand même 4 remakes en l'espace de 50 ans. Alors je sais qu'aujourd'hui, avec Disney qui fait 4 remakes en l'espace de 3 semaines, on peut trouver ça risible, mais en vrai à l'époque c'était vraiment pas mal. On y retrouve le personnage de Doris Walker, employé pour une grande chaîne de magasins de jouets, qui trouve un remplaçant en dernière minute pour sa parade de Noël. Sauf que celui-ci, après coup, il continue d'insister sur le fait qu'il est Père Noël, et bien évidemment ça va créer son lot de péripéties. Regardons le trailer pour voir ce qu'il en retourne. Les boîtes douceur devraient avoir 4 branches et non 3. Quoique je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse remarquer ça à part moi. Non, je ne pense pas non plus. Non. On nous présente donc un gros bonhomme à barbe blanche, censé être le Père Noël qui harcèle un employé de magasin qui n'a rien demandé. On rentre alors le premier élément qui fait qu'un film de Noël est un bon film de Noël, la rivalité entre ceux qui croient au Père Noël et ceux qui n'y croient pas. Et étrangement, dans ce genre de film, tous les adultes qui sont gentils y croient et tous les adultes qui sont méchants n'y croient pas. Est-ce que c'est un petit peu facile scénaristiquement? Non. Voilà ce que je veux pour Noël. Tu veux dire une maison de poupée, comme ça? Non, une vraie maison. Ouais. Là, on voit que c'est vraiment un film d'époque parce que la petite qui a à peine 7 piges pense déjà à son futur en voulant devenir primo-accédant. Et bien évidemment, c'est totalement possible, puisqu'à l'époque, acheter une maison, ça coûtait à peu près 20 balles, 30 si tu voulais 100 mètres carrés, mais voilà, ça allait pas plus loin. Bon, blague à part, on tombe là sur le deuxième élément qui fait qu'un film de Noël est un bon film de Noël, la bourgeoisie. Alors je sais que vous allez peut-être vous dire « Oui, tu fais le gauchiste primaire alors qu'à la vidéo précédente, tu faisais des blagues sur l'immigration, c'est quoi ce bordel ?» Mais pourtant, je ne rigole absolument pas en parlant de bourgeoisie. C'est un truc qu'on va retrouver dans beaucoup de films de Noël. Souvent, la disparité des classes est un vrai truc, et les personnages qui appartiennent à la bourgeoisie seront souvent les personnages qui rejettent l'esprit de Noël et qui sont un petit peu tristes à cause de ça. Et à l'inverse, les personnages plus modestes, les pauvres globalement, eh bien eux, ils vont incarner l'esprit de Noël et les valeurs que celui-ci représente. Des valeurs comme l'amour, le partage et la famille. Et c'est souvent la liaison de ces deux univers qui va créer, voilà, les petites romances, les petits trucs qu'on aime bien. Bon, du coup, on a la rivalité liée à l'esprit de Noël, on a la bourgeoisie et la lutte des classes. Il manque un petit quelque chose pour nos films de Noël, vous trouvez pas? Regardez plutôt. J'ai lu quelque part que le meilleur moyen de connaître la mère, c'est d'être gentil avec la fille. Mais quelle horrible rue! T'as appris? Et oui, il manquait du harcèlement sexuel, de l'amour. Puisque Noël c'est une espèce de grande fête pour réunir la famille et s'amuser tous ensemble, ça implique souvent une romance très peu subtile entre la personne qui ne croit pas en l'esprit de Noël et celle qui y croit. Et si vous pensez que je vanne par rapport au harcèlement sexuel, sachez que j'ai regardé le film et que Fred Gailey, ce type qui incarne l'esprit de Noël, est un grand psychopathe qui manipule la fille de Doris afin de s'incruster au repas de Noël de cette famille. Après quand même, faut un peu l'excuser, c'était les années 40, les mœurs étaient différentes, harceler les femmes c'était plus courant que d'aller au restaurant, donc bon. Miracle sur la 34e rue, c'est donc le film de Noël par excellence, mais c'est pas encore tout à fait le film de Noël comme on l'entend aujourd'hui. Oui, je sais, le niveau d'analyse est vraiment très élevé par ici, hein. Très waouh. Blague à part, ce qui va changer durablement les films de Noël en grosse machine à pognon, c'est bien évidemment la télévision. Le PAF, quoi, comme qui dirait. En fait, j'ai un peu menti, il y a un autre classique de Noël dont j'ai pas parlé qui est sorti un petit peu avant Miracle sur la 34e rue, c'est La vie est belle de Frank Capra. Alors pourquoi je n'en parle que maintenant alors que chronologiquement c'est pas forcément hyper logique? C'est parce qu'en fait ce film sorti en 1946, donc un an avant Miracle sur la 34e rue, et ben en fait ça a été un énorme flop, un petit peu comme ma dernière vidéo.
Cependant, il y a un événement qui va donner un second souffle de vie à ce film, c'est le fait qu'en fait, les ayants droit, ils ont oublié de renouveler la licence des droits d'auteur dessus. En 1976, n'importe quelle chaîne de télévision peut diffuser La Vie est belle gratuitement. Oui, effectivement, c'était une toute petite boulette de la part des ayants droit, voilà, on passe à côté de millions, ça arrive. La Vie est belle va petit à petit donner aux chaînes de télévision l'idée de faire leur propre film de Noël, parce que ceux-ci sont généralement pas très coûteux, et comme les gens qui regardent la télé ne sont pas très exigeants, et bah c'est une bonne opportunité de se faire du pognon. Et finalement, c'est plus ou moins comme ça que petit à petit, au fil des années, le film de Noël va devenir une tradition pour tous les foyers occidentaux possédant une télévision. Maman, j'ai raté l'avion, Le Grinch, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Super Noël, Le Père Noël est une ordure. On a tous déjà vu un film de Noël durant notre enfance qui titille notre nostalgie et qu'on adore alors que factuellement il n'est pas si bien que ça. Et comme c'est ma vidéo, on va regarder le trailer de mon film de Noël préféré, j'ai nommé Le Pôle Express de Robert Zemeckis. Le Pôle Express. Une chose au sujet des trains, peu importe où ils vont, ce qui compte c'est de se décider à les prendre. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de... Déjà, premier truc que j'ai découvert en écrivant cette vidéo, le Pôle Express c'est réalisé par Robert Zemeckis, donc le mec qui a fait les Retours vers le futur et Forrest Gump. Ce qui est quand même assez énorme parce que pour moi c'était vraiment un film de Noël hyper cheap. Bref, assez bavardé, regardons ce fameux trailer. Une veille de Noël, il y a des années, j'étais allongé tranquillement dans mon lit. Je ne froissais pas les draps. Je respirais lentement et silencieusement. Première question qui se pose, est-ce qu'on a des nouvelles de ce gosse? Est-ce qu'on sait s'il va bien? Non, parce que pour faire si peu de bruit, c'est soit qu'il est traumatisé par ses parents, soit qu'il est en train de se faire cambrioler. Non, bien évidemment, il attend comme beaucoup d'enfants le 24 au soir que le Père Noël le visite. Voilà, donc un Père Noël très très discret, hein. Alors, tu viens? Non. Bon, en vrai, je vous éprends que ce trailer, il montre absolument que dalle, à part des têtes un peu cheloues à mi-chemin entre le trop cartoonesque et le trop réaliste. Mais ça nous montre que la nostalgie embellit beaucoup les souvenirs, parce que j'ai adoré ce film, et à l'époque, je le trouvais vraiment beau. Mais finalement, c'est un petit peu ça, la magie des films de Noël. On en a tous un dans notre petit cœur qui nous rappelle que la vie était largement mieux avant quand on était un enfant, et qu'on ne connaissait pas les affres de la vie d'adulte qui nous forcent à payer 170 € de CFE juste avant Noël, ce qui réduit considérablement le budget annuel cadeau, qui était déjà pas très haut à cause de l'inflation, et qui nous force à reconsidérer un petit peu les cadeaux qu'on fait à notre entourage. T'imagines? J'ai payé la CFE cette année du coup. Bref, tout ça pour dire, l'un des composants majeurs du succès de ces films de Noël encore aujourd'hui, c'est la nostalgie. Mais alors on est en droit de se poser la question, pourquoi il y a encore des nouvelles productions du genre et pourquoi elles font encore beaucoup d'audimat. Dans l'une de mes premières vidéos, je parlais de la MrBeastification des vidéos sur YouTube, racontant comment les vidéos sont de plus en plus pensées pour que les viewers éteignent leur cerveau et se divertissent rapidement et efficacement avec du contenu plus ou moins passe-partout. Et aujourd'hui, la méta des films de Noël, c'est plus ou moins la même chose en fait. Fini les messages anticapitalisme ou anticonsumérisme qu'on pouvait retrouver dans Miracle sur la 34e rue, aujourd'hui les films de Noël sont issus d'une formule très bien rodée dont seuls un ou deux éléments vont varier pour donner la spécificité du film. Et pour illustrer le propos, je vais vous dégoter une petite dinguerie tout droit sortie de Netflix, vous m'en direz des nouvelles. On a 3 semaines pour mettre cette propriété sous séquestre. Si rien n'avance avant Noël, l'acquisition tombe à l'eau. Bon ok, avant toute chose, pourquoi ils ont utilisé des fonds verts dégueulasses pour tourner leur scène alors qu'ils ont des vrais bureaux? Ça peut paraître con comme détail, mais ça me choque vraiment un amateurisme pareil dans une production Netflix. On a 3 semaines pour mettre cette propriété sous séquestre. Si rien n'avance avant Noël, l'acquisition tombe à l'eau. Alors vous allez peut-être me dire que c'est une petite production Netflix, qui a pas beaucoup de budget, et que du coup faut pas leur en vouloir. Le film a fait top 10 des meilleures sorties aux États-Unis en décembre 2020 et a accumulé l'équivalent de 50% de l'audience du The Office sur ce même mois. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, donc l'excuse du film pas très ambitieux, on repassera. Un petit businessman puant qui doit venir dans la journée pour m'agiter des billets sous le nez. Je vois le genre. Il y a un fils de businessman, sa grosse qui vient me rendre visite aujourd'hui pour m'agiter des billets sous le nez. T'imagines? Je vois le genre. J'ai prévu de quoi l'accueillir. Non, je déconne. Tu n'as presque plus de temps. Si tu n'obtiens pas cette signature, je serai obligé de venir m'en occuper moi-même. Parfois, faut laisser entrer les sentiments. Ils vont pas te détruire, je te le promets. Voilà, donc là on a le setup classique de la romance à la merde où les mecs se marient au bout de 2 semaines alors qu'ils se connaissent pas. Chose qui me paraissait intéressante à préciser, il n'y a jamais de romances homosexuelles qui sont dépeintes dans ce genre de film. Comme quoi en cette douce période, seuls les hétérosexuels ont le droit à l'amour et au bonheur. Je l'ai toujours trouvé louche ce type. Tu as menti sur qui tu es. Kali, je n'avais aucune idée de qui j'étais. Simp. Alors, vous avez trouvé ça bien?
Moi, pas trop. C'est littéralement la formule de Miracle sur la 34e rue, sauf qu'on enlève le charme de l'acting des années 40, on enlève les vraies intrigues du scénario et on enlève toute forme de morale autre que Vive Noël, et on se retrouve avec Noël en Californie. D'ailleurs, en ayant vu les quelques extraits de ce trailer, vous avez compris l'intégralité de la trame de tout le film. C'est l'histoire d'un riche qui veut racheter le ranch d'une pauvre en s'infiltrant dans sa famille, sauf que voilà, il finit par tomber amoureux d'elle. Et c'est tout. En 2 minutes, vous avez l'intégralité du scénario du début à la fin, ce qui témoigne un petit peu de la qualité de celui-ci. Et selon vous, alors, quelle est la particularité de ce film de Noël? C'est son histoire, ses personnages, ses intrigues? Non, bien évidemment, la seule chose qui fait que ce film de Noël n'est pas comme les autres, c'est qu'il se passe dans un ranch en Californie. Et c'est pareil à chaque fois. On a un Noël à l'anglaise qui se passe dans un village en Angleterre, un Noël à New York qui se passe à New York. On a des trucs un petit peu plus originaux, genre un Noël à la forêt magique qui se passe dans une forêt magique. C'est quoi la prochaine étape? Et c'est donc ça l'état de la majeure partie des films de Noël sortis récemment. Des films très prévisibles, avec très peu de personnalité et dont la formule est vue et revue encore et encore. Même si on peut citer quelques exceptions, comme par exemple Klaus, qui est un super film d'animation sur le thème de Noël, globalement l'état du marché des films de Noël est assez désolant. L'époque du Polar Express et autres films de Noël un petit peu travaillés semble d'ores et déjà bien lointaine. Mais pour conclure, j'aimerais quand même un petit peu nuancer le propos. En me baladant un petit peu sur le Reddit dédié aux films Hallmark Movies, qui sont des films produits par la chaîne de télévision Hallmark, qui incarnent parfaitement ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir des films plats et chiants, je suis tombé sur un post d'un certain Professeur Pizza qui nous explique pourquoi lui il aime ces films aussi namerdesques soient-ils. Comme beaucoup de gens je pense, je traverse actuellement une période difficile dans ma vie. Ces films me font du bien, grâce à eux je peux passer quelques heures sans me soucier de la réalité et c'est cool. Alors ça peut paraître rigolo de se dire oh les bolos, ça ils se réconfortent avec des films de Noël pourris, trop cringe. Mais je pense qu'on n'est pas en bonne position pour juger ça. Regarder des films de Noël pourris pour se détendre, c'est pas plus ridicule que moi qui joue Hearthstone pour me vider la tête. Les seules personnes dont on pourrait légitimement se moquer, ce sont les gens qui prétendent pouvoir se détendre en jouant à League of Legends. Eux, ce sont de véritables clowns. Finalement, Noël, c'est une fête qui renvoie énormément d'ondes positives, et même si je m'en tamponne le cul avec la force de 1000 soleils, si des gens peuvent trouver un échappatoire dans les films de Noël, bah je trouve ça pas si mal. Voilà, c'était l'histoire des films de Noël, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris 2-3 trucs. Sur ce, je vous souhaite pas un joyeux Noël, mais bien une bonne année étant donné qu'on est en janvier. Merci de m'avoir regardé, et abonnez-vous.